Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite mise à jour consacrée à la création d'un système de portfolio en grille. Donc à l'époque, on avait créé ce système-là en utilisant jQuery et en utilisant les systèmes de float. Donc ce que je vous propose, c'est de voir comment mettre en place ce même système en utilisant ce coup-ci du JavaScript pur et dur, donc pas de librairie particulière, et on verra comment gérer ça avec le système de Flexbox, mais aussi avec le display grid. Et vous allez le voir, si vous décidez de ne pas supporter Internet Explorer, l'utilisation des grilles rend la création de ce système extrêmement simple. Donc pour rappel, le principe est très simple, dès qu'on clique sur un élément de notre mosaïque, automatiquement le contenu va s'afficher en dessous. Et automatiquement, notre navigateur va scroller jusqu'à l'élément. Donc ce système fonctionne de la manière suivante, mais il va aussi fonctionner pour les grilles. Et en plus, il doit être responsive. Donc lorsque je suis sur un écran assez petit, lorsque je clique, le contenu s'affiche en dessous et on scrolle. Donc j'ai ici créé une première page HTML, alors j'ai vraiment mis le strict minimum et à l'intérieur j'aimerais bien créer mon petit portfolio. Donc je vais commencer par créer un élément qui va avoir la classe container. Il servira juste à centrer entre guillemets ma petite grille. À l'intérieur je vais mettre un petit H2 pour préciser voilà mon portfolio. Et on aura une div qui va englober ma petite grille. À l'intérieur on va avoir des projets. Donc je crée une nouvelle div qui a la classe project et on peut mettre un petit peu ce que l'on veut dedans. Donc moi je pense mettre une image. Je vais utiliser à l'intérieur placeholdIt, histoire d'avoir une image grise qui fait une certaine taille. Et on va mettre du 350 par 350. Cette image, je vais lui donner une classe pour pouvoir la cibler plus facilement. Donc je vais mettre project _ image. Ensuite, je vais mettre un H2. Donc ça sera le nom du projet. Project _ name. Et on mettra un petit lorem ipsum. Ensuite, on aura par exemple des catégories ou la description du projet, un truc assez court. Donc on mettra du lorem et je vais mettre simplement quelques mots. Voilà, parce que je ne veux pas forcément une très grosse description. Et lorsque l'on va cliquer dessus, on va vouloir afficher du contenu en dessous. Donc ce contenu, on pourrait le charger en Ajax ou ce que l'on peut faire, c'est directement le mettre au niveau de notre page. Vu qu'on n'a pas forcément des tonnes de réalisation, nous on va prendre cette seconde option. Donc ici, je vais créer une nouvelle div qui aura la classe project _ body. Et à l'intérieur, je peux y mettre du code HTML. Donc c'est le code HTML qui s'affichera lorsque l'on va cliquer en fait sur notre élément. Donc par défaut, il sera caché et on le dévoilera lorsque l'utilisateur cliquera dessus. Et on mettra à la limite un petit bouton pour voir la suite ou en savoir plus. Bon, vous pourrez mettre à l'intérieur ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Peut-être aller, si on veut bien organiser le code, on va faire les choses comme ça. Donc là, j'ai créé mon élément et ce que je vais faire pour donner cette impression de grille, c'est que je vais le dupliquer. Donc je vais en créer tout plein. Alors pour tester cette page au niveau de mon navigateur, je ne vais pas directement glisser le fichier HTML, mais je vais utiliser un outil que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo qui s'appelle BrowserSync. Donc je peux taper directement la commande BrowserSync. Je lui précise de servir tous les fichiers qui sont dans le dossier courant. Et dès que tu détectes un changement au niveau des CSS, HTML ou JS, je veux que tu réactualises la page. Donc il démarre ça par défaut sur le port 3000, mais vu que le port est déjà occupé, il me dit ici qu'il le démarre sur le port 3002. Et sur mon navigateur, je vois bien ma page web. Donc pour l'instant, tout est moche. Donc on va faire un petit peu de CSS. Donc tout en haut, je vais rajouter un link. Au niveau du rel, je vais mettre stylesheet et je vais lier un fichier CSS qui sera au même niveau. Donc fichier que je dois tout de suite créer. Donc pour l'instant, on va imaginer notre système en utilisant le système de grille. Ensuite, on verra aussi comment ça peut fonctionner avec les Flexbox. Alors d'abord, on va changer au niveau du body quelques petits trucs. Je vais changer la couleur de texte par défaut et mettre une couleur qui sera plutôt du gris. Donc on va changer la luminosité et mettre un truc un poil plus clair. Voilà, mais qui reste quand même assez foncé. Je vais enlever les marges et les paddings qu'il y a par défaut. Ensuite, pour le container, on va imaginer avoir un truc de centré. Donc on va lui donner une largeur maximale de 1024, ou plutôt de 1000 pixels, un petit peu de padding pour les mobiles de 20 pixels, et ensuite un margin 0 auto, histoire qu'il soit centré. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon navigateur sur la même page, voilà, pour qu'on ait les deux l'un à côté de l'autre. Et on va examiner cet élément au cas où on en ait besoin. Au niveau des projets, je vais lui préciser que les images, donc ça sera project _ image, elles ont une largeur de 100% et une hauteur automatique. Voilà, comme ça permettra de les caler automatiquement. Donc dans le cas du mobile, on le voit bien, ça
fonctionne correctement. Hein. Si je clique ici, voilà, on a la vue adaptative. Ça paraît pas mal. Je vais juste changer les H2. Je vais enlever les margins et les paddings. Et je vais mettre une couleur noire pour donner un peu plus de contraste au titre. Et peut-être, allez, une petite marge en bas de 5 pixels. Et mon éditeur me propose de fusionner les trucs, c'est impeccable. Le body à l'intérieur de mes projets ne doivent pas s'afficher. Donc on va lui dire que à l'intérieur d'un projet, le project _ body doit être en display none. Et on le dévoilera au fur et à mesure. Ensuite, entre les projets, on veut un peu d'espace. Donc on rajoutera une marge en bas de 20 pixels. Voilà, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Par contre, quand je suis sur un grand écran, j'aimerais bien avoir 4 colonnes. Donc au niveau de mon système, je vais utiliser le display grid. Donc au niveau de mon portfolio, donc point portfolio, je vais lui préciser que je vais avoir un display de point grid. Et par défaut, on va utiliser le grid template. Et on n'aura qu'une colonne qui fera une fois la fraction. Par contre, lorsqu'on est sur des écrans qui ont une certaine taille, et on utilisera les media query, donc lorsque je suis sur un écran et que la largeur minimale est 640 pixels par exemple, donc dès qu'on dépasse 640 pixels, je veux que pour mon élément portfolio, on change le grid template columns et on passera cette fois-ci sur 4 colonnes. Donc pour cela, je peux utiliser repeat et j'utilise 4 colonnes et chaque colonne prendra une fraction. Histoire que ce soit un petit peu plus sympa, je rajoute un petit gap. Donc on fait un grid -colonne-gap et on rajoute 20 pixels. Comme ça, ça permet d'espacer et on a notre grille qui est responsive. Dès que je passe sur mobile, les éléments passent les uns sous les autres. Donc maintenant, on va avoir besoin d'écrire la surcouche de JavaScript. Quand je vais cliquer sur un élément, d'ailleurs je peux mettre ici un cursor pointer, histoire que ce soit plus évident qu'on puisse cliquer dessus, j'aimerais bien que mon élément dévoile son contenu en dessous. Donc là, il faut réfléchir à comment on va faire les choses. Mon idée plutôt simple, c'est de me dire, bon tu vas prendre ce project body, cet élément-là, tu vas le cloner et le mettre juste après. Cet élément-là, on voit, il va se caler au prochain bloc dans la grille. Donc pour éviter qu'il ne prenne qu'un seul élément, je peux lui dire, dans le cas du non responsive, enfin dans le cas du desktop, je veux que l'élément span sur plusieurs colonnes. Donc je vais mettre grid-colonne et je span sur 4 colonnes. Comme ça, automatiquement, mon élément prendra 100% de la largeur. Le problème, c'est que vu qu'il est placé juste après cet élément-là, il va descendre tout le reste sur la ligne. Donc heureusement pour nous, on peut utiliser le système de classement et d'organisation au sein d'une grille automatique offert par les navigateurs. Donc au niveau de mon portfolio ici, je peux mettre un grid-auto-flow et je vais lui préciser de remplir chaque ligne de manière dense. Si je fais ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que mes éléments ici se replacent correctement. Donc l'élément 2, 3, 4, qui normalement se plaçait en dessous, le navigateur va dire ouais mais là il me reste des blocs que je n'ai pas utilisés, donc je vais automatiquement essayer de remplir les éléments qui manquent. Et ça permet de compléter ça très simplement. Donc au niveau de notre structure HTML, on n'a pas trop à s'occuper de grand chose, c'est le CSS qui va faire en sorte que tout s'organise convenablement. Ce que je peux faire pour m'assurer que les éléments sont bien à leur place, c'est utiliser peut-être le système de compteur. Donc dans la partie portfolio, je vais mettre un counter reset et je vais resetter le compteur que je vais appeler portfolio. Dans mes titres, donc ici c'est par exemple project_name, je vais lui préciser qu'après le nom du projet, je vais avoir un compteur, et ça sera le compteur qui s'appelle portfolio. Ensuite, à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je vais lui dire d'incrémenter le compteur qui s'appelle portfolio. Je fais ça pour avoir ici des chiffres après chacun de mes réalisations. Ça permettra de m'assurer qu'il n'y a pas d'inversion au niveau du code HTML, que les éléments ne changent pas de place. Donc maintenant que je me suis assuré de ça, on va avoir besoin d'écrire le JavaScript. Donc tout en bas de ma page, je vais écrire une nouvelle balise script et je vais charger un fichier que je vais appeler app.js. Fichier que je vais tout de suite aller créer. Je n'ai pas besoin d'attendre que la page soit chargée vu que le script est chargé en fin de page. Je peux directement mettre le code que je souhaite exécuter. Donc comme on l'a vu dans l'autre exemple, j'ai l'intention peut-être de faire plusieurs portfolios. Donc histoire de ne pas mélanger mon code, je vais imaginer représenter chaque portfolio comme une classe. Donc je fais classe, portfolio. Cette classe, lorsque j'aurai besoin de la construire, je lui passerai un paramètre le sélecteur. Par
Par exemple, ici, ce serait notre premier élément. Je vais plutôt utiliser même un ID. On va l'appeler JS Portfolio. Moi, j'ai pris cette habitude, quand un ID concerne le JS, ou quand quelque chose concerne le JS, de mettre JS tiré devant. Comme ça me permet de savoir, quand je décide de réorganiser l'HTML, attention, il y a JS devant, donc il ne faut pas que tu le modifies. Voilà, c'est une convention personnelle. J'aime bien justifier quand même mes choix. Voilà pourquoi je fais ça. Donc ça veut dire qu'au niveau du constructeur de cette classe-là, il prendra en paramètre un sélecteur. Je documente cette classe-là pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Donc je vais lui préciser que le paramètre sélecteur, ça sera une chaîne de caractères. Et on ne va pas parler en français, on va parler en anglais, histoire d'être raccord avec tout le reste. Vu que le code est en anglais, je préfère rester en anglais. Et là, je vais devoir réfléchir un petit peu à ce que je souhaite faire. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est écrire en français ce que l'on cherche à faire. Donc d'abord, il va falloir détecter lorsque l'on clique sur un élément. D'abord, on clique sur un projet. Et on va mettre même un petit lien, on va faire lorsque l'on clique sur un projet, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra cloner, on clone, le project underscore body. Pareil, vu que ça concerne ici du JS, ce que je peux me faire, c'est plutôt que de laisser juste project underscore body, mettre JS body. Les classes JS ne servent qu'au JavaScript. Ça permet, si jamais j'ai besoin de changer cette classe-là pour changer le CSS, de ne pas affecter le reste. Alors, vu que je fais ce changement-là, je vais le faire partout. Voilà, donc je vais sélectionner tous mes project body et leur donner la classe JS body. Et tous mes éléments qui ont la classe project, je vais leur donner la classe JS-item. Maintenant qu'on a ce clone-là, on va insérer, on insère ce clone après mon élément. Donc mon élément, c'est ce que j'ai ici, donc c'était le point JS-item. Et là, ça sera JS-body. Et basiquement, c'est tout ce que j'ai à faire. Par contre, lorsque je cliquerai sur un autre élément, il faudra penser avant à on retire, on supprime l'élément actif. Donc après, évidemment, on l'agrémentera de nouvelles choses, mais c'est important de poser la logique. C'est quelque chose que l'on fait normalement dans notre tête, mais c'est important de bien savoir dans quelle direction on va aller. Donc d'abord, il va falloir détecter lorsque l'on clique sur un projet JS-item. Donc ça veut dire que je dois sélectionner tous les enfants. Donc je commence par faire ça. Et je vais créer une variable children, et je fais un document.querySelectorAll, et je vais sélectionner tous les éléments. Alors par contre, je vais sélectionner tous les éléments qui sont dans cet élément-là. Donc peut-être avant, je peux créer le container. Donc je ferai un this.container égale document.querySelector, et je ne sélectionne que l'élément qui correspond au selector. Si cet élément n'existe pas, je m'arrête tout de suite. Donc if this.container égale nul, dans ce cas-là, je peux renvoyer une exception. Donc new error, et on mettra ici l'élément n'existe pas. Donc ça, c'est important. Même si on sait ce qu'on fait et qu'on ciblera bien un élément, ça peut arriver qu'on utilise la librairie sur quelque chose qui n'existe pas. Donc il faudra avoir une alerte, comme ça permet de mieux débugger le code. Et allez, on va utiliser des quotes nouvelles, comme ça. Ça permettra d'éviter d'avoir à faire de l'échappement. Et on pourra comme ça écrire selector. N'existe pas. Donc là, on renvoie une erreur. Donc si par exemple, j'essaie de cibler ici n'importe quoi, automatiquement, il me dira que l'élément JS Portfolio n'existe pas. Et ça me permet d'avoir une erreur que je peux plus facilement détecter. Donc maintenant, mon élément existe bien et je peux faire ici un this.container et sélectionner tous les éléments qui auront la classe .js-item. Donc ça me renvoie quelque chose de type nodelist. Moi, je préfère travailler avec un tableau parce que derrière, je pourrais faire un for each ou ce genre de choses. Donc pour convertir ça sous forme de tableau, on fait un array.prototype.slice et on lui passe en paramètre cette nodelist. Ça convertira automatiquement sous forme de tableau. Maintenant, je peux parcourir l'ensemble de mes enfants et je vais utiliser pour cela la méthode for each. Donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre l'enfant et cette fonction, elle pourra faire un traitement. Moi, mon traitement, il est assez simple. Je vais lui dire, lorsque l'on clique sur l'élément, je vais exécuter une fonction.
Pour éviter de me retrouver avec un constructeur qui est beaucoup trop volumineux, je vais imaginer avoir une nouvelle fonction qui va s'appeler show, qui prendra en paramètre l'élément que je souhaite afficher. Donc, par exemple, ça sera cet élément-là si je clique sur cet élément-là, cet élément-là si je clique sur cet élément-là, et derrière, on aura toute notre logique. Donc à cet endroit-là, il faut que je lui dise, tu lanceras une fonction, et dans cette fonction, tu feras un vis.show, et je te passerai en paramètre l'élément affiché. Ici, ça serait child. Juste avant, il faut que je cancelle l'événement par défaut, donc je peux ici mettre un event.preventDefault. Alors attention, comme me le souligne mon IDE ici, vis ne fait plus référence à ma classe, mais fait référence en fait à mon événement. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc je vais utiliser la syntaxe ES6. Hop. Et dans ce cas-là, c'est justifié d'utiliser la fonction fléchée. Comme ça, le contexte est conservé et vis fera bien référence à ma classe. Donc si je sauvegarde, je vais peut-être mettre ici un debugger. Hop. Je vais cliquer sur cet élément-là. Et comme je le vois, il ne se passe rien. Ça veut dire que j'ai un petit problème. Alors on va peut-être mettre un debugger ici pour voir où on en est. Et on ira pas à pas. Donc mon navigateur s'arrête correctement. Je vais regarder les différentes valeurs. Donc dans children, qu'est-ce que j'ai? Donc je déplie vis, je déplie children et je vois que j'ai un tableau de taille 0. Donc ça veut dire ici que mon query selector all n'a pas correctement fonctionné. Et mon sélecteur me semble correct, oui. Donc là, j'ai fait une erreur à cet endroit-là, c'est slice et j'ai oublié d'appeler la méthode. Sinon, effectivement, il me retourne juste la méthode slice et ça n'a pas de sens. Donc je vais laisser le navigateur continuer. Et ensuite, je vais réactualiser et maintenant cliquer sur un élément. Et mon navigateur s'arrête bien dans la fonction show et je vois à droite que j'ai bien mon élément child qui est bien mon item. Donc ce qu'il me faut faire, c'est maintenant supprimer l'élément actif. Donc pour l'instant, je n'ai pas à me soucier de ça. On clone le JSBody. Donc ça veut dire que je dois trouver le JSBody. Child.querySelector et je trouve l'élément qui est la classe js-body. Ensuite, je clone cet élément-là grâce à la méthode cloneNode et je précise que je veux aussi cloner tous les enfants, pas simplement le nœud parent. Ce clone, je vais le sauvegarder dans une variable. Donc je viens de cloner cet élément-là. Maintenant, il faut insérer le clone après mon élément JSItem, c'est-à-dire après l'élément que j'ai ici. Alors j'ai regardé un petit peu, donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur la documentation. Ou si vous voulez une documentation qui est pas mal et qui est cherchable, vous faites devdocs.io/dom. Ça vous listera toute la documentation concernant le DOM. À l'intérieur, j'ai cherché after. Et à ma surprise, il y avait une méthode qui s'appelle after. Par contre, on me dit, attention, c'est expérimental, ça veut dire que ce n'est pas encore supporté par tous les navigateurs. Et en bas, on me donne des polyfills. Donc des polyfills, c'est des méthodes qui permettent, si elles sont exécutées, de rajouter des méthodes sur les navigateurs qui ne le supporteraient pas. Donc je me dis c'est génial. Et pour pas mélanger dans mon code, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler polyfill.js. Et à l'intérieur, je vais y mettre ce code-là. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre, normalement ça n'a pas d'importance. Voilà, donc je reviens ici. Je vais revenir dans mon index.html et je vais charger avant mon app.js mon polyfill. Vu que mon polyfill est chargé, je sais que la méthode after existe et je peux l'utiliser. L'avantage, c'est que ça me simplifie vraiment le code. J'ai juste à lui dire, prends l'enfant et après, rajoute le clone. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Si maintenant je clique sur cet élément-là, mon élément apparaît bien en dessous. Donc par contre, c'est le moment de commencer à gérer le côté masquage. Lorsque je clique sur cet élément-là, il faut masquer celui-ci. Et de la même manière, ça serait intéressant d'avoir des animations, des slide down ou des slide up. Donc ici, après avoir rajouté mon élément, je vais faire un vis.slideDown pour lui dire affiche ça avec un effet d'animation et je veux que tu slide down mon contenu. Donc cette méthode, je vais la créer, donc content. D'ailleurs, n'hésitez pas à la documenter, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc c'est important de documenter pour expliquer ce que font vos méthodes. Donc ça prendra en paramètre quelque chose qui est de type HTML element. Et on va préciser affiche l'élément avec un effet d'animation. De la même manière, on aura une méthode slideUp qui va permettre de faire l'effet inverse, de masquer un élément avec un effet d'animation.
Au niveau du show ici, ben, ça permet, donc c'est affiche le contenu d'un projet, d'un élément. Et de la même manière, ça prendra en paramètre quelque chose de type HTML element. Donc ceci étant dit, on veut avoir cet effet d'animation. Alors cette animation, on peut le faire de différentes manières. On peut utiliser du JavaScript ou on peut se baser sur le CSS. Donc pour se baser sur le CSS, ben, il suffit d'utiliser les transitions. On va donner une hauteur de 0 à notre élément. Ensuite, on lui rajoutera une transition. Et ensuite, on donnera la hauteur finale. Donc d'abord, je vais calculer la hauteur de mon élément. Donc let 8 égale content. D'ailleurs, je me dis que ça serait plus logique de l'appeler element.offset 8. Donc là, je récupère la hauteur de mon élément. Maintenant, je lui donne une hauteur de 0. J'utilise pour cela le style et je lui dis, voilà, applique-lui une hauteur de 0 et applique-lui aussi un transition duration de 0,5 secondes. Donc on va mettre 0,5 secondes. Ensuite, je vais demander au navigateur d'afficher mon élément, de peindre en fait mon élément. Donc pour cela, il suffit simplement d'accéder à une valeur qui obligera un recalcul. Par exemple, l'offset 8. Vu que c'est une fonction qui a l'air de rien faire, je précise en commentaire que je force ici le repaint. Ça me permettra quand je reviendrai dessus de comprendre pourquoi j'ai écrit un truc pareil. Ensuite, ben, je vais donner une hauteur à mon élément. Donc style.8. Et je vais utiliser la hauteur que j'avais calculée avant de lui appliquer la hauteur de 0. Et attention, il faut bien mettre l'unité. Donc je sauvegarde, et maintenant si je clique sur mon élément, je vois bien que j'ai cet effet d'animation. Donc l'avantage, c'est que c'est plutôt simple à écrire. Donc au niveau de mon app.css, je vais peut-être rajouter que pour le project __ body, je veux un overflow hidden. Donc ça permettra de masquer l'élément. Si je reclique dessus, hop. Voilà, ça fait une animation un petit peu plus sympa. Alors le problème, c'est que mon élément a maintenant une hauteur figée, et si jamais on passe à responsive, donc si jamais je passe comme ça, hop, et que je décide de faire du responsive, mon élément va être masqué à moitié. Du coup, à la fin de mon animation, donc là je vais dire au bout de 5 millisecondes, je veux que tu exécutes une fonction, et cette fonction se chargera d'enlever la hauteur que l'on aura mis à notre élément. Pour cela, il suffit juste de lui donner la valeur nulle par exemple. Donc si je sauvegarde, j'enlève le côté responsive, je clique, j'ai plus mon effet d'animation, oui parce que j'ai oublié de mettre ici 500 millisecondes, voilà. Donc si je clique, j'ai mon effet d'animation, mais à la fin, mon élément a gardé les autres styles CSS, par exemple le transition duration, mais le 8 a été retiré, ce qui fait que si on passe en responsive, mon élément a une bonne taille. Donc de la même manière, pour la partie slide up, c'est un petit peu la même chose, mais en sens inverse. Donc lorsque je fais un slide up, je récupère la hauteur de l'élément. Ensuite, j'applique cette hauteur à mon élément. Je n'ai pas besoin de donner un transition duration parce qu'il a déjà été appliqué ici et je n'ai jamais besoin de l'enlever. Ensuite, je force le repaint juste avant et après je mets une hauteur à 0. Automatiquement, le fait de mettre une hauteur à 0 après un repaint va déclencher en fait l'animation. Une fois que l'animation a fini, ce que je peux faire, c'est me débarrasser en fait de mon élément. Donc pour cela, je peux utiliser la méthode removeChild. Je prends mon élément, je prends l'élément parent, et ensuite je fais un removeChild et je supprime mon élément. C'est un petit peu con, mais ça fonctionne comme ça en JavaScript. Voilà. Donc là, on a nos animations slide up et slide down. Donc on pourrait même les séparer dans d'autres fonctions, vu que c'est quelque chose de très générique. Mais ça fait le taf ici, on va le laisser pour l'instant dans cette classe-là. Donc maintenant, il faut gérer le cas où on a déjà un élément actif. Donc ça veut dire que au niveau de ma classe, je vais sauvegarder une variable qui contiendra l'élément actif. Et par défaut, c'est nul. Lorsque j'affiche un élément, je vais lui dire, bon, maintenant que cet élément est affiché, c'est l'élément actif. Avant de déclencher tout ce système-là, je vais lui dire, si on a déjà un élément, donc si visActive n'est pas nul, dans ce cas-là, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu fasses un vis.slideUp et je veux que tu masques l'élément qui était actif jusqu'à maintenant. Voilà. C'est ultra simple au final. Si je sauvegarde, hop, et que je clique ici, je vois que j'ai mon effet d'animation. Si je clique ici, mon élément disparaît et mon élément suivant apparaît. Donc là, ça fonctionne convenablement. Donc vous le voyez, avec les grilles, c'est plutôt simple.
Alors ce que l'on veut peut-être faire, c'est rajouter un effet de scroll. Quand je clique ici, je veux que ma fenêtre scrolle jusqu'à l'élément. Alors pour cela, je vais séparer ça dans une méthode. C'est toujours important de faire les choses convenablement. On va mettre un scroll to et on va lui dire de scroller jusqu'à l'élément. Ici, c'est l'élément child. Je descends et je vais appeler cette méthode. Donc elle prendra en paramètre un élément et elle va donc scroller, on va mettre défile, parce qu'on est en français dans les commentaires, donc défile jusqu'à, ou fait défiler la fenêtre jusqu'à l'élément. Alors on pourrait utiliser des librairies, mais encore une fois en cherchant, j'ai cherché scroll et j'ai découvert qu'il y avait une méthode qui s'appelait scroll_to qui permet en fait de scroller directement où on le souhaite. Donc là, la documentation est un petit peu sommaire par rapport à celle de MDN. J'ai cherché MDN scroll_to. Et au niveau de l'API, il y a une nouvelle API qui est ici, options. Et on peut lui passer différentes options. Le top, le left et un behavior. Donc c'est quelque chose qui est actuellement en working draft, ça veut dire qu'ils sont encore en train de se mettre d'accord sur comment ça devrait fonctionner, mais malgré tout c'est supporté par certains navigateurs. Vu que ce n'est pas quelque chose qui est critique pour notre fonctionnement, autant l'implémenter. Du coup, dans ce scroll_to, je peux faire un window.scroll_to. Je vais lui passer des différents paramètres. Donc d'abord le behavior, on aura un behavior smooth. Ensuite, je précise que je ne veux pas scroller par rapport à la gauche. Par contre, je veux scroller par rapport au top. Et le top, ça sera un content.offsetTop. Ou ici, c'était plutôt élément. Donc voilà, je veux que tu scrolles jusqu'à l'élément. Si maintenant je réactualise ma page, je clique ici, on voit que j'ai mon effet de scroll. Bon, pour l'instant, ce draft ne me permet pas de changer la vitesse ou la durée, mais bon, ça fait déjà le taf et je trouve ça plutôt intéressant. Et ça évite de devoir charger une librairie supplémentaire. Ah, par contre, on va avoir un petit problème. Le problème apparaît lorsque je clique ici sur cet élément-là et je clique ensuite sur celui-ci. On voit que le scroll n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'au moment où je calcule cette position-là, mon ancien élément était toujours visible. Donc il va falloir lui dire de rajouter un offset. Et il faudra faire cet offset-là que si l'élément qui était préalablement visible est au-dessus de l'élément qui va être affiché. Donc ça veut dire qu'on doit rajouter quelques petites choses. Donc au niveau de mon scroll_to, je vais rajouter un offset. Et par défaut, il sera à 0. Si j'ai un offset, je vais lui dire ici de retirer l'offset. Je mets à jour la petite documentation et je précise que l'offset c'est un entier et je précise que mon élément c'est un node. Voilà, peu importe. Ou peut-être un HTML element. Voilà, pour qu'il arrête de râler. Maintenant, lorsque je suis en train de dévoiler mon élément, c'est juste ici, je vais avoir besoin de récupérer l'offset. Donc on va créer une variable, letOffset, et elle sera à 0 par défaut. Ensuite, je le passe à la méthode scroll_to. Enfin, j'ai juste besoin de faire mon calcul. Donc si actif n'est pas nul, je vais vérifier est-ce que this.active.offsetTop est supérieur à mon élément courant. Donc c'est child.offsetTop. Si effectivement il est supérieur, je veux que tu mettes en offset la taille de l'élément active. Donc ça sera this.active.8. Maintenant j'essaie de cliquer ici, ça fonctionne. J'essaie de cliquer ici et on a toujours le problème. Oui, parce qu'effectivement je n'ai pas écrit ce que je disais. Ici c'est offset 8, sinon 8 ça ne donne absolument rien. Et c'est si l'élément actif est inférieur à l'élément sur lequel on a cliqué. Si maintenant j'essaie de cliquer ici, je vois que ça dévoile bien mon élément. Et si je clique ici, mon élément, enfin mon navigateur, scrolle convenablement. Et là, ça fonctionne correctement. Peut-être un dernier petit détail, lorsque je clique sur un élément et que cet élément est déjà visible, on voit que ça fait cet effet d'animation. On pourrait se dire ça pourrait être intéressant de replier. Donc dans ce cas-là, je me dis ça pourrait être intéressant de garder en mémoire aussi l'élément actif. Donc cette variable, je vais la renommer. Donc je vais utiliser le refactoring de mon éditeur et on va l'appeler ActiveContent. Ensuite, je vais créer aussi un this.activeItem. Et par défaut, ça sera nul. Ensuite, lorsque on déclenche un élément, je vais faire un this.activeItem égale child. L'avantage, c'est qu'il me reste maintenant plus qu'une vérification à faire. Je vais lui dire ici if
this.activeItem égale child, ça veut dire qu'on est en train de cliquer sur le même élément. Et dans ce cas-là, je mettrai simplement un this.activeItem et un this.activeContent à nul. Dans le cas contraire, ça veut dire que je dois faire mon animation, donc insérer le contenu que j'ai cloné, ce genre de choses. D'ailleurs, dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin de cloner. Donc je vais mettre la partie clonage qu'à cet endroit-là. Voilà. Donc j'essaie de réactualiser, je clique, je reclique et ça se masque. Donc ça fonctionne convenablement. Et là, j'ai mis en place ce système de grille pour le display grid. Alors comme je vous le disais, on va faire le même exemple en utilisant les Flexbox. Parce que vous allez voir qu'avec les Flexbox, il y a une petite subtilité. Donc je ne vais pas trop m'embêter ici. Je vais prendre tout simplement tout ça. Je vais lui donner le js-portfolio-flex. Et ici, je vais mettre la classe portfolio-flex. Si je sauvegarde, on voit qu'au début, ça donne un peu n'importe quoi. Donc au niveau de mon app.css, je vais créer des classes spécifiques pour le portfolio flex. Donc dans ce cas-là, plutôt que d'avoir un grid template, on aura un display flex. Ensuite, pour les enfants, donc les projects, on va leur donner à tous une largeur de 100%. Donc ça fonctionne convenablement, si ce n'est que notre système de flex force tous les éléments à être au même endroit, et ça fait un peu n'importe quoi. Donc je vais lui accepter le flex wrap. Je vais lui dire, si les éléments ne rentrent pas, je veux que tu ailles à la ligne. Et dans ce cas-là, on a une disposition qui est proche de celle du responsive. Je vais lui dire dans le cas où on est vraiment sur un grand écran, donc on va rajouter un sélecteur pour tous les projects qui sont dans le portfolio flex, et je lui dirai, dans ce cas-là, je veux qu'ils ne prennent que 25% de la largeur. Et on voit que ça donne bien ça. Si on veut un petit peu d'espacement, je peux rajouter du padding. Donc je vais rajouter 10 de padding pour mes éléments, histoire qu'on ait au total 20 au niveau des gouttières. Alors par contre, il faut faire attention, je n'ai pas mis un box sizing border box, donc ça fera au total, au niveau de la largeur, 25% plus 20 pixels, ce qui fait que les éléments vont dépasser et vont aller à la ligne. Donc soit je peux utiliser les systèmes de calcul, soit je peux lui dire que les paddings rentrent dans le calcul de la largeur. Et je le fais spécifiquement pour cet élément, ou ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais en général pour tous mes projets maintenant. Je dis t'embête pas, voilà, le box sizing il est en border box pour tout le monde. Et histoire qu'on n'ait pas ce petit décalage initial ici, on lui dira que pour le portfolio flex, on veut mettre un margin left à -10 et un margin right à -10. Voilà, pour contrebalancer ces petits problèmes. Lorsque je vais cliquer sur un élément, on aura le project body qui va s'afficher en dessous. Et le project body, on va aussi lui donner un petit peu de padding. Voilà, histoire qu'il ne se soit pas trop collé au niveau des bords. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre même comportement. Donc là, on va mettre 0-10. Et au niveau de notre app.js, on se dit, je veux créer un nouveau portfolio pour le JS portfolio-flex. Donc si je fais ça, lorsque je vais cliquer à cet endroit-là, le project body va s'afficher. Et vu qu'on n'a pas le système de row dense, là, de autoflow et compagnie, ce qui se passe, c'est que mon élément prend bien 100% de la largeur, mais du coup va tout décaler en dessous. Donc c'est un petit peu plus compliqué dans le cas des Flexbox. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est simuler un petit peu les choses. Et dire quand on clique ici, je veux que tu affiches le contenu qu'après cet élément-là, pour ne pas casser la structure que j'ai déjà en place. Donc ça veut dire que le comportement de ce portfolio-là est différent de celui-là. Donc plutôt que de réécrire la logique et de mettre des tonnes de conditions, ce que je vais préférer faire, c'est me dire je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler portfolio flex. Et cette classe va étendre de la classe portfolio. Alors attention, c'est pas vraiment de l'extension vu qu'on est dans du JavaScript, mais globalement ça va utiliser le prototype de cette classe-là. Donc on peut résumer ça en disant ça aura les mêmes méthodes. Ce qui doit changer, c'est la partie où on injecte l'enfant. C'est cette partie-là. Donc vu que j'ai besoin de la changer dans les classes qui vont hériter de la classe portfolio, je vais me dire plutôt, je vais séparer ça dans une méthode. Donc on va l'appeler inject content. On lui passera en paramètre le child et le contenu. Cette méthode, je vais aller la créer. Donc on va la mettre juste ici. Donc ça sera inject content. Ça prendra en paramètre le child et le contenu. Et ça fera simplement ce que l'on avait ici. Donc ça permet, là, ça insère le clone après l'élément.
ou on va mettre dans le DOM. Le child et le content, ce sont tous deux des HTML Elements. Donc jusque là, bon, pas grand chose à dire. J'ai une nouvelle classe qui va s'appeler Portfolio Flex, mais cette classe a absolument le même comportement que la classe parente. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir redéfinir cette méthode injectContent. Je vais la redéfinir en prenant les mêmes paramètres et changer son comportement. Donc il faut globalement que je trouve l'élément qui est le dernier élément de la ligne. Donc je pourrais récupérer l'index et faire un calcul, mais je ne connais pas le nombre d'éléments qu'il y a par ligne. Donc mon approche est une approche un peu naïve, c'est de dire en fait tu vas prendre tous les éléments qui sont après cet élément-là, et si la position en top est différente, ça veut dire que c'est un élément qui est après. Donc d'abord je récupère l'index de l'élément courant. Donc c'est this.children.findIndex. Je vais parcourir chacun des enfants et je lui dis je veux trouver celui qui correspond à celui qui est passé en paramètre. Donc ça me donne un index. Si vous avez un petit doute, utilisez le debugger, il ne faut vraiment pas hésiter à en abuser. Vous cliquez quelque part, ça s'arrête et vous vérifiez les valeurs. Donc là, on voit que ça me donne l'index 1 parce que j'ai cliqué sur cet élément-là. Je vais laisser le script continuer. Je clique ici et ça devrait me donner l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je regarde en bas, j'ai bien l'index 6. Donc ça fonctionne. Ensuite, je vais prendre tous les éléments qui sont après. Donc je lui dis continue. Donc on fera pour i, et je vais créer comme ça, i allant de l'index à i inférieur à this.children.length, voilà, parce qu'on veut s'arrêter au dernier élément, i++. Et là, je vais vérifier est-ce que mon élément ici que je vais parcourir a une hauteur qui est différente de celle sur laquelle on vient de cliquer. Pour éviter de faire trop de calculs, je vais récupérer le offset top ici. Voilà. Ensuite, je vais faire la vérification à cet endroit-là. Je vais lui dire if this.children et je prends l'index .offset top. Si ça c'est supérieur à l'offset top, ça veut dire que je suis sur un élément qui est à la ligne suivante. Et dans ce cas-là, je vais mettre un break. Ça veut dire arrête-toi, tu n'as plus besoin de continuer à parcourir la boucle. Histoire que le i soit accessible en dehors de cette boucle-là, je vais le sauvegarder dans cette variable en amont. Voilà. Et là, pas besoin de lui donner une valeur initiale parce qu'il va l'acquérir à cet endroit-là tout de suite. Donc à cet endroit-là, je me retrouve avec le i qui correspond à la ligne finale, en fait, au prochain élément ou au dernier élément. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose que ce que je faisais en haut, mais plutôt que d'utiliser directement le child, j'utilise l'élément que j'ai trouvé. Donc ça sera this.children, je récupère l'élément i, et je lui demande avant, je veux que tu insères le contenu. Je sauvegarde, hop, je clique ici, et on voit bien qu'il a inséré mon contenu avant cet élément-là. Le seul endroit où on va avoir un problème, c'est si je clique sur l'élément 14. On voit, il fait un petit peu n'importe quoi. Et il me dit this.children i is undefined. Parce qu'en fait, il aura parcouru l'ensemble de cette boucle-là, et i aura la valeur de la taille de mon élément. Et même si je veux m'en assurer, je peux cliquer à cet endroit-là. Ça m'amène à l'endroit où j'ai eu le bug. Donc je mets un point d'arrêt. Je clique ici. Et je peux comme ça inspecter mes différentes valeurs. Et je vois que i a la valeur 14. Parce qu'effectivement, il fait le i++ final. Du coup, pour remédier à ce problème-là, moi ce que je préfère faire, c'est lui dire, bon, tu vas faire un i-1 et tu vas insérer l'élément après. Voilà, comme ça, on n'aura jamais ce problème-là. Même si je clique sur le dernier élément, hop, mon contenu va aller s'afficher en dessous. Et si je clique ici, il s'affiche convenablement. Donc dans la partie index.html, je vais peut-être mettre un h2 pour mettre ici portfolio flexbox. Et ensuite un h2 portfolio grid. Mais comme on le voit, l'avantage d'utiliser un système de classe, c'est que en 2 temps 3 mouvements, j'ai pu créer une classe enfant qui va permettre de modifier le comportement d'une des méthodes et qui permet de rajouter un cas supplémentaire. Ça m'évite de devoir modifier cette classe-là pour rajouter des cas particuliers. Mieux vaut toujours séparer la logique et se dire, si on a un cas qui est spécifique, mieux vaut créer une sous-classe et rajouter les comportements nécessaires, plutôt que de se retrouver avec un gros bloc de code qui va contenir des tonnes de if. Ah, si c'est Flexbox, il faut faire ça. Ah, si c'est machin, il faut faire ça. Là, au moins, on a un code qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus organisé. Alors, si vous voulez pratiquer encore un petit peu plus, ce que je vous invite à faire, je vais peut-être mettre même des H1 ici,
c'est d'essayer de mettre en place un système de hash. C'est-à-dire que là, par exemple, on va lui dire, on va donner à cet élément-là, à ce projet-là, l'idée. Bon, allez, on va plutôt mettre ça sur le troisième projet. Voilà, on va lui donner l'idée project-1. Lorsque je vais cliquer dessus, j'aimerais bien que dans l'URL, j'ai ici projet. J'ai mis projet ou project? Hop. Project-1. Et si jamais je charge la page, qu'est-ce qu'il m'a fait? Avec ce hash là, ben, j'aimerais bien qu'automatiquement, hop, il ouvre ce projet là. Donc je vous invite à essayer de le faire et ensuite on va débugger ça ensemble. Donc l'idée est assez simple. On va mettre ici une petite condition supplémentaire. On va essayer de regarder le hash. Donc pour avoir le hash, il suffit de faire un window. Hop. J'aime bien toujours travailler en console, ça permet de tester les choses. Window.location.hash. Et là, ça nous donne projet 1. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher l'élément qui correspond. Si jamais on n'a pas de hash au niveau de l'URL, lorsqu'on fait un window.location.hash, il faut faire attention, ça nous donnera du vide. Donc on fera ici un if window.location.hash est différent de simplement des guillemets, ou même on peut mettre ici un starts with, et on lui dit si ça commence par un dièse, ben dans ce cas-là, je vais essayer de trouver l'élément. Donc on fera ici un let element égale, on partira du container et on cherchera l'élément. Donc ça sera un query selector qui correspondra au window.location.hash. Si l'élément n'est pas nul, ben dans ce cas-là, on lui demandera, tiens, j'aimerais bien que tu m'affiches cet élément-là. Je sauvegarde. Il m'affiche une petite erreur parce que j'ai oublié le hash. Mais maintenant, si jamais j'ai project-1 dans l'URL, automatiquement, hop, et il est très très chiant ce navigateur à ce niveau-là, voilà, automatiquement, je vois bien que ça va scroller sur mon élément. Donc après, pour que ce hash se mette automatiquement, vous pouvez mettre tout simplement un lien au niveau de votre HTML avec le bon truc. Ou si vous voulez garder cette idée que vous avez des éléments qui ne sont pas forcément des liens, lorsque l'on va cliquer sur cet élément-là, si on détecte que... C'était lequel? Je ne sais même plus. 1, 2, 3. Ouais. Si on détecte qu'il y a un ID, dans ce cas-là, on va changer le hash au niveau de l'URL. Comme ça, si l'utilisateur ensuite envoie le lien à quelqu'un d'autre, ça pointera vers le même endroit. Ici, je vais faire un window.location.hash et mettre du vide. Et si jamais on affiche quelque chose, je ferai un window.location.hash et je vais préciser que ça sera un child.getAttribute et je vais récupérer l'attribut ID. Ou tout simplement, je fais un child.id. Donc je vais essayer maintenant de cliquer sur cet élément-là. Donc il ne me donnera rien dans l'URL parce qu'on n'a pas d'élément. Mais par contre, si je clique ici, il mettra bien project1. Par contre, un petit défaut avec ce système de hash, c'est que automatiquement, ça va écraser en fait le système de scroll. Parce que dès que vous changez le hash au niveau du navigateur, automatiquement le comportement, c'est d'aller scroller vers l'élément. Donc une solution qui serait peut-être un poil plus élégante, c'est d'utiliser le push state et de rajouter dans l'historique de l'utilisateur l'encre en fait sur laquelle il va aller. Du coup ici, on pourrait mettre if child.id est différent de vide, parce que ça ne sert à rien de pusher pour n'importe quoi. On fera un window, .history.pushState et on peut lui donner aucune donnée. On ne change pas le titre et ensuite on lui donne comme encre tout simplement l'ID. Donc on mettra dièse suivi de l'ID, child.id. C'est une solution qui peut fonctionner mais qui a selon moi un inconvénient aussi, c'est qu'elle va modifier l'historique du navigateur. Quand je clique ici, si je reviens en arrière, mon navigateur va revenir en arrière d'un cran, donc à la fois la version où on n'avait pas de hash. Et du coup, ça veut dire que si l'utilisateur clique sur plein d'éléments dans le portfolio, il va devoir revenir en arrière plein de fois. Donc de ce côté-là, c'est pas pratique non plus. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Moi, je choisis le truc le moins intrusif possible. Et du coup, je mets pas du tout le support du système de hash. Je laisse la possibilité de faire un lien vers un élément en particulier parce que ça peut être intéressant depuis une page externe de faire un lien vers une réalisation. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, changer le hash, je trouve que ça génère trop de problèmes et du coup, je préfère rester comme ça.
Enfin, une dernière chose tant qu'on y est, en termes d'accessibilité, si vous voulez rendre ça accessible au clavier, ça peut être utile. Ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de votre index.html, rajouter sur tous vos éléments qui ont la classe JSItem un tab index. Et vous mettez un tab index à 0. Automatiquement, ça veut dire que dès qu'on va appuyer sur tab, on voit qu'on passe d'un élément à l'autre. Lorsque l'utilisateur appuie sur Entrée, on va pouvoir appliquer le comportement. Donc on aura un peu la même logique ici. On va faire un child.addEventListener. On va écouter l'événement qui presse et on lancera une fonction. Et vu qu'on aura besoin de récupérer le contexte, voilà, on le fera comme ceci. Et là, vu que je ne sais plus quel keycode correspond à Entrée, je mets juste un debugger. Donc j'appuie sur Tab, j'appuie sur Entrée. Mon navigateur se coupe. Et si je regarde, hop là, mon événement, c'est un qui presse. Et si je descends, on a ici le keycode à 13. Donc je vais prendre ce keycode et lui dire if e.keycode égale 13. Ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a appuyé sur Entrée et je veux afficher mon élément. Voilà. Et mon élément, c'est plutôt ici child. Donc je réactualise ma page, je fais Tab, j'appuie sur Entrée et ça me permet comme ça, en appuyant sur Tab, de pouvoir afficher un élément. Et c'est intéressant de penser aussi aux personnes qui n'ont pas forcément une souris sous la main ou qui n'aiment pas utiliser une souris lorsqu'ils naviguent sur Internet. Bon voilà, après je pourrais continuer encore et encore, on va s'arrêter au bout d'un moment sinon on n'en finirait pas. Mais voilà, vous avez maintenant un système qui vous permet de mettre en place un système de grille avec des contenus en utilisant du JavaScript pur, on n'a pas utilisé de librairie, et en se basant à la fois sur le système de grille, qui est assez simple grâce au système de autoflow, et en utilisant aussi les flexbox, qui demandent un peu plus de travail, vu qu'il faut calculer vers quel élément on doit, après quel élément il faut insérer notre contenu. Si vous cherchez des pistes d'amélioration, si vous voulez aller encore plus loin au niveau de votre code, ce que vous pourriez faire, c'est peut-être avoir un système d'événements et émettre un événement lorsque du contenu s'affiche. Ce qui permettrait ensuite, par exemple, de pouvoir avoir un événement, un écouteur en fait ici. Hop, en faisant portfolio.onChange, et ça lancerait une fonction qui prendrait en paramètre le contenu qui vient d'être rajouté. Donc ça permettrait, par exemple, si vous avez des carousels ou des événements à rajouter sur le contenu qui a été rajouté, de pouvoir le faire. Voilà. Mais là, pour l'instant, effectivement, on va s'arrêter là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!